États-Unis. Le 16 janvier 1908 sort sur les écrans le film produit par Edwin Stanton Porter et réalisé par James Earl Jolley, Rescued from an Eagle's Nest. Ce film de 7 minutes 15 raconte comment un père bûcheron va partir sauver son enfant enlevé par un aigle. Le rôle principal est attribué à un jeune comédien sans le sou, David Llewellyn Waugh Griffith. Le succès du film aidant, Griffith est repéré par Henry Norton Marvin, le patron de l'American Mutoscope and Biograph Company, qui lui propose de réaliser lui-même un film en juin de la même année, Les Aventures de Dolly. Grand cinéphile, Griffith a vu tous les films de Porter et plus particulièrement The Great Train Robbery sorti en 1903. Il en déduit que la force des plans tournés en extérieur naturel est une bonne raison pour déplacer une caméra, quel qu'en soit le prix. Il s'est nourri également des films de ceux que l'historien du cinéma George Sadoul nomme l'école de Brighton. L'école de Brighton est un courant du cinéma britannique présent au Royaume-Uni de 1898 à 1908, dont l'apport est essentiel sur le plan de la naissance du langage cinématographique. On lui doit notamment les premiers découpages techniques, les premiers gros plans, les premiers montages, les premiers plans subjectifs. Griffith y a remarqué comment les cinéastes anglais ont inventé le découpage à la fois du temps et de l'espace et comment ils se sont affranchis du statisme de la photographie. Lorsqu'il était vendeur en librairie, il en a profité pour dévorer un nombre important de romans et il a appris comment un écrivain passe d'un lieu à un autre, revient dans le premier pour aller ensuite dans un troisième lieu. Si les cinéastes veulent raconter des histoires toujours plus complexes, il leur faut multiplier les péripéties vécues par de nombreux personnages en des lieux différents. La recette, la seule, c'est de structurer les films comme les romans, montrer un personnage dans une situation avec un autre personnage, les faire se quitter, et chacun de son côté, il rencontre à leur tour d'autres personnages avec qui ils vivent ailleurs d'autres péripéties. Ainsi menée par le pendant ce temps, l'histoire peut se développer sans limite. Pour l'heure, Griffith doit se contenter du métrage standard d'un film, soit une bobine de 300 mètres de pellicule pour 10 à 15 minutes de film. Ce type de métrage s'appelle le One Reel Movie. Griffith accomplit néanmoins un coup de maître. Les aventures de Dolly racontent l'histoire d'un couple et de leur fillette, Dolly, qui se promènent dans la campagne. Tandis que le père est en retrait pour lire son journal, la mère et sa fille se promènent sur la berge d'une rivière. Un individu les rejoint et leur propose des paniers à vendre. La mère dédaigne sa proposition et comme il insiste, elle le repousse. Dépité, il tente alors de lui dérober son sac à main avant que le père alerté arrive fort en colère, son journal roulé à la main comme une matraque, et le frappe. Plus tard, par vengeance, l'individu profitera que la fillette se retrouve seule pour l'enlever avant de l'enfermer dans un tonneau. Les aventures de Dolly va changer à jamais la technique de narration cinématographique. Le film est structuré en scènes qui alternent l'une l'autre, laissant supposer que la première action se poursuit pendant que l'on assiste à la seconde. De cette alternance naît une sensation de création d'espace et de temps. Et avec les aventures de Dolly, Griffith démontre comment on peut créer un temps virtuel au cinéma par une systématisation de l'alternance des plans. C'est ce qu'on appellera plus tard le montage alterné et qui est la base même du récit filmique. Ce procédé donne la possibilité de contrôler la longueur des films et notamment de dépasser le standard du One Reel Movie et d'entrer dans l'ère des longs métrages. À sa sortie, le 14 juillet 1908, le film ne plaît pourtant pas du tout aux exploitants de salles, mais la biographe décide malgré tout de le distribuer afin d'essayer de récupérer l'argent qu'elle a investi pour sa réalisation. C'est finalement grâce au bouche à oreille que les spectateurs se déplacent en masse pour voir les aventures de Dolly et ainsi en faire un succès. En France, le 17 novembre 1908 est présenté pour la première fois à Paris dans une salle de cinéma de la rue Charras un film qui allait rencontrer un immense succès international, l'assassinat du duc de Guise de André Calmette et Charles Le Bargy. Ce film de 18 minutes relatant un fait historique célèbre vaut essentiellement pour la prestation remarquée et nouvelle du comédien Charles Le Bargy de la Comédie Française. Après une étude personnelle poussée sur le jeu d'acteur dans le contexte muet du cinéma de l'époque, il choisit de contenir les mouvements de son corps, s'opposant ainsi aux gesticulations de pantomime qui régnaient sur les plateaux de tournage, au profit des expressions de son visage et de la mimique. Autre particularité, la musique est composée par Camille Saint-Saëns. Il s'agit de la première musique originale de l'histoire du cinéma spécialement commandée à un compositeur pour un film. Elle n'est pas enregistrée à l'époque, mais jouée directement lors des projections. Néanmoins, elle l'a été depuis et répertoriée sous le titre Opus 128 pour cordes, piano et harmonium. Ce film est aussi le premier film produit et réalisé par la nouvelle société de production, le Film d'Art, et sans doute le meilleur au regard de ce que la société a produit les années suivantes. Le 17 août 1908 est projeté au théâtre du Gymnase à Paris le premier dessin animé d'Émile Cole, produit par la Gaumont, Fantasmagorie, et est considéré à tort comme étant le premier dessin animé du cinéma.
Pour connaître l'origine du dessin animé, il faut remonter au 28 octobre 1892 dans le cabinet fantastique du musée Grévin, où Émile Reynaud présente pour la première fois au public son théâtre optique. Le théâtre optique est un système de rétroprojection sur grand écran de dessins tracés et coloriés directement sur une pellicule de 70 mm. Ces premiers dessins animés sont appelés par Émile Reynaud lui-même des pantomimes lumineuses. Les pantomimes lumineuses durent 1 minute 30 pour les plus courtes et 5 minutes pour les plus longues. En fonction de l'accueil du public, Reynaud pratiquait des ralentis, des accélérés, des marches arrière et multipliait ce genre d'effets spéciaux pouvant porter la séance à une durée de 15 minutes. Cependant, l'impossibilité de faire des copies des pantomimes condamne l'invention de Reynaud. En effet, il n'est pas envisageable d'un point de vue financier de refaire à la main les quelques centaines de dessins que représente chaque histoire pour exploiter les pantomimes lumineuses dans d'autres salles. Ainsi, le théâtre optique ne quittera pas le musée Grévin où Reynaud aura tout de même attiré un demi-million de spectateurs entre 1892 et 1900. Face à la concurrence du cinématographe Lumière, Émile Reynaud vend sa machine et ira jeter à la scène ses précieuses pantomimes lumineuses. Seules 2 bandes auront échappé miraculeusement à ce quasi-suicide, Autour d'une cabine et Pauvre Pierrot. En avril 1906, un comédien américain, James Stuart Blackton, réalise pour le studio Vitagraph Company ce qui sera le premier dessin animé sur support filmique de l'histoire du cinéma, Humorous Phases of Funny Faces. Durant 3 minutes, on y voit tracé en blanc à la craie sur un fond noir, un jeune couple qui se fait les yeux doux puis vieillit, sans les dits, le mari fumant un gros cigare et asphyxie son épouse grimaçante qui disparaît dans un nuage de fumée, la main de l'animateur venant alors effacer le tout. Excepté au début, quand Blackton met en place le dessin des personnages et à la fin quand il efface tout, le film est tourné photogramme après photogramme, à la manière d'un appareil photo, grâce à ce qu'on nomme le tour de manivelle. Un tour de manivelle de la caméra déplace la pellicule sur 4 perforations correspondant à une image et enregistre un unique photogramme. Ce procédé fut appelé en France mouvement américain et était encore inconnu en Europe. En 1908, Émile Cole perce le mystère du mouvement américain. Avec Fantasmagorie, il trace pas moins de 700 dessins réalisés à l'encre de Chine sur des feuilles de papier blanc et réalise un contre-type du négatif, où les blancs sont noirs et les noirs sont blancs, de façon à donner l'impression que le dessin a été exécuté à la craie sur un tableau noir, en hommage à son modèle. Le film dure 1 minute et 40 secondes et mesure 36 mètres. À chaque photogramme correspond un dessin complet, personnage et fond. Cole n'utilise pas la technique de la feuille de celluloïd qui permet de garder le même fond en dessinant le personnage en mouvement sur un transparent, appelé cellulo, sous lequel on positionne une fois pour toutes un décor dessiné. Celluloid. I still don't get the idea. So we can see through it. Then we can use the same background every time. Il dessine un petit bonhomme à l'allure clownesque qui se déplace dans un univers surréaliste. La main de l'auteur donne naissance au personnage dès la première scène et tout au long du film, il apparaît et disparaît au gré de ses envies pour semer le trouble chez des spectateurs venus au théâtre. Il est capable de se transformer à partir d'une bulle, de métamorphoser sa tête en bilboquet, devient prisonnier d'une bouteille, en ressort. Et quand il est brisé en deux, c'est la main de l'auteur qui intervient pour le reconstituer. Même s'il s'est inspiré du style de Blackton, lui empruntant l'idée de l'effet craie sur un tableau noir et de l'animateur qui intervient dans son propre dessin, Cole s'en détache nettement en mettant en place de nombreuses péripéties. Entre 1908 et 1923, Émile Cole réalisera 300 films, pour la plupart des films précurseurs en matière de cinéma d'animation, puisqu'il manie avec autant de bonheur le dessin que les allumettes, le papier découpé ou encore les marionnettes, ou des objets divers comme des citrouilles. Ces films sont réalisés pour plusieurs compagnies cinématographiques françaises, Lux, Gaumont, Pathé et Eclipse, et travaillent aussi pour les laboratoires Éclair à Fort Lee aux États-Unis de 1912 à 1914 comme directeur d'animation. La créativité, aussi bien technique qu'artistique, dont témoigne son œuvre subsistante se chiffrant à seulement 65 films retrouvés, fait d'Émile Cole l'une des personnalités les plus inventives et les plus importantes des premiers temps du 7e art.